grand débat du soir sur Gabon 24. Madame, Messieurs, bienvenue. Plusieurs zones, vous le savez, déclarées d'utilité publique sont actuellement en train d'être récupérées par l'État pour des projets d'intérêt général, ce qui a conduit les autorités à procéder au délogement de plusieurs populations. Certaines de ces populations avaient également pris d'assaut les mangroves en érigeant des bâtisses qui ont été détruites il y a quelques jours pour celles situées notamment à Mindoubé, c'est dans le 5e arrondissement de la commune de Libreville. Occasion pour nous de nous interroger ce soir sur l'impact de ces casses sur l'environnement. Avec moi, déjà sur ce plateau, René Mbosa, conseiller technique au ministère de l'Environnement, et Ghislain Guizet, expert en développement durable. Un autre invité nous rejoindra en deuxième partie de cette émission, Friss Manguila, responsable du projet et de la recherche scientifique de l'ONG REGED. Bienvenue, messieurs, sur ce plateau du grand débat du soir. Alors, c'est vrai que lorsqu'on parle des casses, d'une part, et de l'environnement, d'autre part, beaucoup n'arrivent pas à comprendre. La première question serait peut-être de faire le lien entre les deux. Monsieur Mbosa, pour commencer, quel lien peut-on faire entre les casses, donc les destructions des habitations, on a vu derrière l'Assemblée, à Mindoubé, comme j'ai cité, au carrefour SNI, et l'environnement? D'accord, merci encore, madame. Je saisis cette opportunité pour vous remercier de cette invitation sur ce plateau. Et donc, par rapport à votre problématique, donc, il faut savoir que les opérations donc, de déguerpissement qui ont eu lieu ces derniers temps dans le cadre du programme d'assainissement et de modernisation de la capitale gabonaise ont généré un certain nombre de volumes de déchets, des déchets en fait de nature diverse, des déchets hétérogènes, donc des gravats, des tôles, des déchets ferreux, des matières plastiques, qui, s'ils n'étaient pas gérés d'une certaine manière, pouvaient être responsables donc de vecteurs d'agents pathogènes, on va dire, ou peut-être d'impact sur l'environnement. C'est la raison pour laquelle, très vite, il était important de mettre en place un plan d'urgence pour pouvoir évacuer ces déchets et puis trouver des filières d'élimination. Pour faire plus simple. Pour faire plus simple, monsieur voilà. Mbosa. Alors, monsieur Nguizet, moi, je vous pose la question autrement. Là, monsieur Mbosa nous parle de l'après-destruction. Mais est-ce qu'il n'était pas important de faire des études d'impact avant la destruction de ces habitations? Les études d'impact, oui, mais généralement, des études d'impact se font avant construction, avant installation. Mais dans l'état actuel des choses, une étude d'impact n'est pas nécessaire. Parce qu'aujourd'hui, l'objectif du président de la République, c'est de construire des villes modernes. Et des villes modernes, c'est dans ce cadre que nous parlons du développement durable. Parce que cela allie des avantages socio-économiques et des avantages environnementaux. Donc, il va falloir regarder tout ça. Si vous voyez aujourd'hui ce qui se passe dans des mangroves, ben, ceux qui sont habités, ceux qui habitent ces zones peuvent se demander pourquoi est-ce qu'ils sont déguerpis. C'est de bonne grève, c'est de bonne guerre. Oui. Les mangroves, ce sont des zones qui emmagasinent du carbone. Le carbone est important pour notre vie, à nous. Même l'écosystème proprement dit, les poissons, le filtrage de l'eau, c'est à ça que ça sert les mangroves. Donc aujourd'hui, déguerpir ces personnes, c'est pour préserver au départ notre environnement, pour préserver notre écosystème. Quand vous regardez tous les déguerpissements qui sont en train de se faire à travers Libreville, c'est d'abord pour désengorger ces niches instables, les niches qui dégradaient l'environnement. Il fallait forcément mettre un accent sur le fait de ramener des zones saines. C'est ça le premier objectif. Après, bien entendu, quand on construit avec une vision comme celle du président aujourd'hui, qui prône, qui regarde les générations futures, parce que quand on construit dans le cadre du développement durable, on a surtout l'objectif de préserver le cadre pour des générations futures. Il va falloir procéder à la transition écologique, à la transition énergétique, à la préservation de l'écosystème. Ce sont ces différents vecteurs qui font en sorte qu'aujourd'hui, on est obligé de casser si nous voulons avoir des environnements sains pour pouvoir reléger les gens. C'est vrai que certains se sentent un peu déstabilisés dans leur quotidien. Par rapport à la méthode ou à la procédure qui n'aurait pas rempli les conditions dans le terme de délai, dans le terme de... M. Mbosa pourra reprendre la parole, mais pour finir avec M. Nguizet. Oui, mais il y en a qui vous diront qu'ils avaient été informés il y a plusieurs années en arrière. Il y a d'autres aussi à qui on a dit dans son 12 heures on vient casser. Bien entendu. Si vous êtes arrivé dans un environnement où il y avait déjà une étude au préalable, parce qu'il y a des gens qui avaient été informés plusieurs années avant, donc si vous êtes voisin à celui qui avait déjà ces informations, il est clair que vous avez l'information. Mais sauf que,
à l'époque, les gens pensaient que l'État ne devait jamais agir. Donc, ils étaient là. Donc, à un certain moment, l'État est obligé de passer par la manière forte, pour l'intérêt de tous. Parce que si vous regardez même toutes les personnes qui se plaignent, vous allez dans la zone de pleine nourriture, par exemple, vous allez vous rendre compte que 80% avaient déjà reçu des indemnisations. Certains étaient obligés de conserver des maisons et mettre des locataires. Vous voyez? Donc, et les autres qui n'étaient pas informés, c'est ceux-là qui n'avaient pas eu l'information quand ceux qui ont laissé des locataires pour prendre de l'argent étaient déjà partis. Donc, on ne peut pas régler, l'État ne peut pas régler des situations au cas par cas quand il va s'agir d'assainir un environnement qui soit propice pour tout le pays. C'est la vision de quelqu'un aujourd'hui qui pense que notre pays doit atteindre certains objectifs pour pouvoir préserver les générations futures. C'est la mission du président de la République. C'est intéressant de revenir quand même sur les causes de les origines de ces déguerpissements, mais revenons avec M. Mbosa sur le lien, la corrélation entre ces casses et l'environnement. Je reprends encore. Oui, on n'a peut-être pas besoin de faire des études d'impact après, mais lorsqu'on détruit ce genre d'habitation, c'est du béton, vous l'avez signifié, il y a du fer, il y a des émissions quand même de CO2 dans l'air, il y a des habitations qui restent là, il y a des maisons qui restent là, habitées, ces populations. Est-ce que l'État a pensé aux conséquences, aux risques que toutes ces destructions pourraient avoir sur leur santé? Tout à fait, madame. Nous sommes ici pour faire œuvre de pédagogie et pour vraiment édifier les populations sur ce qui a été fait. Donc, concernant les évaluations environnementales, les études d'impact, comme l'a dit mon copanéliste, dans le cas d'espèce, l'étude d'impact est un outil d'aide à la décision. Donc, elle doit être réalisée au préalable, en amont, pour pouvoir identifier les impacts et proposer des mesures d'atténuation idoines. Dans le cas d'espèce, il s'agissait plutôt d'une opération spontanée, pour ne pas dire, utiliser le jargon militaire, une opération coup de poing. Donc, est-ce qu'il n'y a pas d'impact quand même de cette opération? Si, j'y arrive. Dans ce cadre-là, donc, la loi environnementale ne prévoit pas forcément l'élaboration d'une étude d'impact, comme je vous ai dit, elle devait se faire en amont. Toutefois, elle privilégie l'élaboration d'un plan d'urgence. Très bien. Et c'est donc un plan d'urgence, ce plan d'urgence donc de gestion des déchets donc issus des activités de démolition, qui a été donc mise en place, entérinée d'abord par les plus hautes autorités lors du Conseil des ministres du 20 juin dernier, et donc qui est supervisée par le ministère de l'Environnement, de l'Écologie et du Climat que j'ai l'honneur de représenter. Monsieur Mbosa, ce plan d'action, est-ce qu'il faut... Parce que quand vous traversez quand même, c'est le boulevard Triomphal, c'est le centre-ville, monsieur Mbosa, vous conviendrez avec moi. Derrière l'Assemblée ressemble maintenant à un champ de bataille. C'est la raison pour laquelle les mesures idoines ont été prises pour que le plus rapidement possible, tous ces débris, tous ces déchets, on va dire, soient évacués. On les met où? À Mindoubé? Permettez-moi, madame. Allez-y. Déjà, dans un premier temps, parce qu'on va parler donc des déchets, de la gestion de ces déchets, mais également de l'impact. Très bien. Mais d'entrée de jeu, pour rassurer vos très chers téléspectateurs, il faut savoir que ces déchets ou l'impact de ces activités de démolition sur l'environnement, à l'heure actuelle, sont considérés ou peuvent être considérés comme maîtrisés du fait du plan d'urgence que nous mettons en œuvre, mais surtout de faible intensité. Pour deux raisons principales de faible intensité. Donc, pour vous dire que vous parlez de poussière, vous parlez de... Je tiens à rassurer tout un chacun que ces impacts sont de faible intensité pour deux raisons principales. La première, c'est la nature des déchets. Les déchets, dans notre jargon... du béton... Effectivement, les déchets, ce type de déchets sont considérés comme des déchets inertes, c'est-à-dire des déchets qui n'ont pas un impact sur l'environnement de par leur constitution physique, chimique, tout ce que vous voulez. Mais ça n'empêche pas de pouvoir les gérer. Donc, ils n'ont certes pas d'impact comme des produits chimiques, par exemple. Toutefois, il faut quand même, pour un pays qui se veut responsable, mettre en place des mécanismes pour, comme vous disiez, rien que l'altération paysagère, l'impact pour les yeux, pour l'environnement. Nous qui travaillons, moi personnellement, au ministère de l'Environnement, donc tous les jours, je vous avoue que mon plaisir, c'est de voir comment les travaux vont au fur et à mesure. Donc, concernant donc les impacts, ils sont maîtrisés du fait du plan d'urgence qui a été validé par les plus hautes autorités. C'est bien de rassurer les populations. Voilà, c'est important et c'est fondamental, je pense. Et du fait donc de la nature des déchets, comme je vous ai dit, tous les déchets que vous venez de citer, gravats, tôle, plastique et tout le reste, sont des déchets inertes. Le fer aussi. Le fer également, ce sont des déchets ferreux et tout ça, il faut le dire, a été récupéré. Donc, il faut savoir que la superficie, parce que le plan d'urgence ne s'est pas fait comme ça.
Hein, il y a eu des rencontres, il y a eu des missions d'inventaire, il y a eu des missions de contrôle. Et ces missions ont permis déjà de révéler que la superficie donc, de la zone de Plaine Oretti est une superficie d'environ 20 hectares. Donc c'est vraiment une grande superficie. Donc il a fallu mettre en place des mécanismes et des modèles d'opération. Donc ce site a été, si vous voulez, subdivisé en trois zones, 3 blocs. Allez-y, expliquez-nous. Donc une superficie, on va dire, donc de 20 hectares entièrement et pour des débris estimés à près de 135 000 mètres cubes. Très bien. Voilà, c'est ça. Donc actuellement, les activités qui sont faites concernent donc les 8 hectares où le maximum de débris ont été, on va dire, recensés, identifiés et qui correspondent donc aux premières zones donc, des travaux de modernisation et d'assainissement qui sont prévus là. Donc ça va se faire de manière séquencée. Progressive. Il faut aussi préciser que beaucoup d'intervenants sont présents sur le site sous la coordination donc, du génie militaire qui fait un travail, il faut le dire, remarquable avec d'autres opérateurs qui sont présents. Qu'est-ce qu'on fait de ces déchets? Voilà. Concernant donc le devenir de ces déchets, permettez-moi, il faut aussi que je précise donc à vos très chers téléspectateurs que 70% des déchets qui sont issus de ces opérations de démolition sont constitués de gravats, donc 70% plutôt on va dire de ciment, dont les propriétés ou la constitution, comme je vous l'ai dit, sont des déchets inertes. Donc, il n'y a pas de produits chimiques, pas de produits biologiques, ou voilà, pas de contraintes physiques à ce niveau concernant les 70%. D'accord. Et les 70% vont, pour la plupart, être réutilisés comme matériaux de remblai dans la plupart des projets prioritaires initiés par le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Ça, c'est en ce qui concerne, donc, comme je vous ai dit, la majeure partie des déchets, on a déjà trouvé une solution. Ils sont réemployés, ils sont revalorisés sur les différents sites. Par exemple, au niveau du jardin botanique, au niveau de la cité de la démocratie. Voilà, c'est ça. Est-ce que, parce que ce genre de sites, lorsqu'ils sont à ciel ouvert comme ça, M. Nguizé, sont également à la portée de tous. Hein. Je peux, moi, Marielle Biogou, aller de nuit, ramasser des gravats. Est-ce que l'État va m'interdire d'aller récupérer parce que j'ai un chantier à côté? Non, mais écoutez, l'État ne va pas vous l'interdire, ne vous l'autorisera non plus. Parce que des zones qui sont en train d'être déguerpies, ce sont des zones surveillées. Donc n'importe qui n'a pas accès, vous voyez. Et comme nous sommes en train de vous parler des déchets inertes, il faut faire remarquer également que le comité qui a été mis sur pied est un comité qui est composé de plusieurs départements. Vous avez dans ce comité des départements qui font de la récupération des déchets, qui font du tri des déchets, qui font du tri des déchets et qui font de la revalorisation de certains déchets. Alors c'est quand même étonnant d'entendre parler de tri, de revalorisation. Quand on voit qu'à Mindoubé c'est saturé, on a du mal à faire le tri des déchets domestiques. Et là, pour le gravat, du coup, l'État a eu la bonne idée de faire du tri. Monsieur Mbosa, est-ce qu'il fallait arriver à cette situation de déguerpissement pour commencer à mettre en place certaines solutions? Non, pas du tout. Vous vous trompez, parce que je ne sais pas si vous suivez l'actualité. Dernièrement, il y a une entreprise internationale qui est venue prospecter notre marché. L'État est sur le point de mettre sur pied, ici au Gabon, une entreprise qui va procéder à la revalorisation, au traitement des déchets, quel que soit le type. Donc ça rentre dans le même ordre d'idée. Aujourd'hui, les déchets ne sont pas laissés à qui le veut. Les déchets sont récupérés de façon progressive, passent au traitement. Le fer, nous savons où il va. Les tôles, nous connaissons exactement où ça va. Le gravat, comme il le disait si bien, sera utilisé majoritairement pour le remblai. Donc, il n'y a pas de déchets impactant négativement sur la population. Tout est mis dans le fait de pouvoir rendre l'environnement sain, puisque l'objectif qui est là, c'est de construire des villes modernes qui soient vraiment vivables pour l'ensemble des populations. C'est tout ce que les populations souhaitent, Monsieur Mbosa, vous rassurer par rapport à ces déchets. Mais le cas de Plaine Oretti, je n'ai pas envie de dire que c'est un cas isolé, c'est un exemple parmi tant d'autres. On a parlé du cas de Mindoubé, où là-bas, c'est la mangrove qui a été coupée. Le ministère de suite a réagi en venant casser. Mais j'ai envie de vous dire, pourquoi seulement maintenant? Pour reprendre une expression, est-ce que vous n'avez pas fait dans une sorte de profito-situationnisme, alors que la mangrove, oui, il y a plusieurs lanceurs d'alerte qui se sont levés depuis plusieurs années pour dire attention, la mangrove, elle est coupée à Mindoubé, elle est coupée à Ngonje, elle est coupée ici et là. Qu'est-ce que le ministère de l'Environnement fait pour protéger
cet écosystème-là. D'accord. Avant d'embrayer sur votre question, j'aimerais donc ajouter à ce que vient de dire mon copanéliste que au niveau du site de Plein-Oreille, qui est notre site le plus important, on va dire, le travail se fait de jour comme de nuit. Très bien. Hein, pour justement déguerpir ou enlever conformément aux instructions. On ira voir à 3 heures du matin. Voilà, ils sont sur place de jour comme de nuit et pour le travail se fait, voilà. Et surtout que dans la nuit, il y a moins de circulation. Donc, tout a été pensé, tout a été réfléchi dans le cadre de ce plan d'urgence pour vraiment que les choses se passent le mieux possible. Oui. Donc, le site est sécurisé en principe, n'importe quel kidam ne peut pas venir. Voilà. On a par contre, il faut le reconnaître, reçu des demandes, des requêtes de population qui souhaitaient, dans la mesure des travaux qu'ils avaient à faire. Ça veut dire que je peux le faire. Vous pouvez écrire et après, ben, c'est le ministère de façon motivée qui pourra se prononcer. Mais pour le moment, la priorité, ce sont les chantiers prioritaires initiés par le chef de l'État concernant donc les 70% des déchets dont je vous ai parlé qui constituent donc les gravats. Et concernant les déchets ferreux, une filière a également été identifiée pour leur élimination au niveau des industries, au niveau d'un coq. De coq, voilà, c'est ça. Et pour les bouteilles plastiques, il y a déjà une filière qui existe et certains déchets, on va dire, bioménagés, biodégradables qu'on a retrouvés sont directement récupérés par Clean Africa. Donc il y a vraiment une symbiose entre les différentes administrations qui sont impliquées là-dessus. Pour le cas de la mangrove. Pour le cas de la mangrove, et ça je veux que, nous sommes là encore, je tiens à le répéter pour faire œuvre de pédagogie. Allez-y. Les choses sont encore plus simples que pour les habitations en zone urbaine où il y avait peut-être ici et là des problèmes, on va dire, de foncier. Oui. Concernant les mangroves, la loi est claire. Qu'est-ce qu'elle dit, cette loi? La loi dit que, déjà, considère les mangroves comme des espaces protégés, des espaces protégés et à protéger, comme j'aime bien le redire. Et surtout, la loi, donc l'arrêté, on va dire, pour ne pas parler de la loi 007/2014 relative à la protection de l'environnement en République gabonaise, qui date de 2014, donc il y a près de 11 ans aujourd'hui, qui institue les grands principes de protection, de préservation de l'environnement, de gestion des ressources durables et qui intègre donc dans ces principes-là, on va dire, les paysages côtiers. Voilà, c'est ça. Donc, la loi 0, qui a plus de 11 ans, fixe les grands principes et il y a eu un arrêté, l'arrêté, je pense, 035 du 6 octobre 2020, donc un arrêté qui a près de 5 ans, portant révision de la liste de l'ensemble des projets qui sont obligatoirement soumis, et j'insiste là-dessus, obligatoirement soumis à étude d'impact. Et donc, dans cette liste, vous avez les zones de mangrove. On rappelle donc l'intérêt économique, social et écologique des mangroves. Et on précise que toute activité, parce qu'il faut bien s'entendre, dans d'autres pays, j'ai eu l'occasion de visiter d'autres pays où on peut effectivement développer des activités écotouristiques dans la mangrove. Il n'est pas dit qu'on ne peut rien faire dans la mangrove, mais il faut le faire de façon normée, avec des études d'impact qui se font préalablement. Et les visites, les missions de police environnementale qui ont été réalisées avant qu'on prenne que monsieur le ministre Maïs Mussi, ministre en charge de l'environnement, décide de mettre un coup de pied dans la fourmilière, c'est pas du jour au lendemain, on ne s'est pas levé un bon matin. Il y a eu des missions d'investigation, des missions avec de prise de vue d'images aériennes, des images satellitaires qui nous ont permis quand même de voir comment l'état d'avancement de dégradation avancée, on va dire, de certaines zones. D'où la décision, en fait, de mettre un coup de pied dans la fourmilière et de décider de procéder à ces opérations de déguerpissement. C'est intéressant que vous parliez de ces missions et de cette police environnementale qui a tout de suite fait réagir, ou du moins là où on a été invité, puisque les médias ont été invités à Mindoubé, on a accompagné les membres du gouvernement, on a assisté à la casse. Tout à fait. On est ravis, puisque la mangrove, effectivement, était un écosystème protégé, mais je réitère ma question. Protégé et à protéger. Et à protéger. Que fait-on? Est-ce que cette mission était ponctuelle à Mindoubé? Est-ce qu'elle compte s'étendre? Est-ce que votre police environnementale a relevé le fait que la mangrove a été détruite à tel endroit, tel endroit, tel endroit, donc il faut agir? Ou qu'est-ce qu'elle a pu prouver, cette mission? Cette mission parce que ça aussi il est important de le noter, nous parlons là des aspects écologiques. Donc le rôle tampon que joue la mangrove par rapport à la lutte contre l'érosion côtière. J'aime bien prendre l'exemple pour édifier les populations de l'éponge. La mangrove joue un peu un rôle d'éponge, c'est-à-dire qu'elle permet donc de lutter contre l'érosion. C'est un phénomène qui se pose avec beaucoup d'acuité, notamment à Libreville et encore plus à Port-Gentil. Donc à côté de ces aspects écologiques,
il y a également les aspects sécuritaires, parce qu'on s'est rendu compte que de nombreuses activités, on va dire économiques, illégales, comme le développement tout azimut de fumoirs, d'installations forestières, d'usines, vraiment des petites unités qu'on a retrouvées ici et là, donc qui produisent des copeaux qui vraiment obstruent, asphyxient le milieu environnant. Et à côté de ça, il y a également des zones, ça peut être des zones, des niches, on va dire, d'embarcations clandestines. Lors des missions, on est tombé sur des embarcations, on peut dire, suspectes. Et là, est-ce qu'il y a un travail qui se fait collégialement avec le ministère de l'Intérieur, par exemple? Bien entendu. Tout à fait. Ça, je tiens à vous rassurer là-dessus. Mais chacun, évidemment, dans son domaine de compétences. Nous, en ce qui nous concerne, c'est les sensibilités environnementales. Mais lorsque l'on fait un plaidoyer pour passer à ce genre d'action, il faut bien motiver. Mais donc, la question qui demeure, M. Mbosa, vous allez poursuivre, c'est qu'est-ce qu'on fait au-delà de la sensibilisation? M. Nguizé pourra également répondre. C'est qu'on a l'impression qu'on a sensibilisé. Depuis qu'on nous parle des écosystèmes, on peut même les réciter. Même les enfants de moins de 5 ans connaissent que la mangrove, c'est important. Reproduction de poissons, éponge, comme vous l'avez dit. Tout à fait. Ça permet également de lutter contre l'érosion côtière et la montée des océans. Mais au-delà de cela, quand moi je coupe la mangrove, on me vend un terrain, tenez, Miquelezong, il y a beaucoup de mangroves là-bas. Je prends mon terrain, je coupe la mangrove. Qu'est-ce que j'encours? Ben, au regard de la loi, vous êtes en infraction. Justement, il faut savoir que dans le cadre de cette opération, le ministre Maïs Mouissi a dans un premier temps décidé de passer à l'action, donc de démolir toutes les constructions. Et ça, c'est un peu, on va dire, la différence avec les opérations qui sont menées en milieu urbain. Toutes les constructions qui sont concernées ou ciblées par les opérations de réhabilitation ou de restauration des mangroves concernent des habitations non habitées. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont commencé à construire. Donc, nous, on préfère casser avant qu'ils continuent à développer. C'est également donc les activités économiques dont je vous ai parlé, qu'on a rencontrées. Donc, les fumoirs qui produisent, qui émettent de jour comme de nuit un certain nombre d'émanations qui sont forcément toxiques et qui se propagent à des distances assez importantes. Vous déguerpissez et puis on s'arrête là. Donc, non, on déguerpit pour le moment et on ne s'arrête pas là puisque sur place, les équipes montent également des procès-verbaux ou des constatations d'infraction. Donc, est-ce que je peux faire de la prison si je coupe la mangrove pour aller franco? Ben oui, effectivement, la loi là-dessus est claire. Vous risquez des amendes. Ben, ça peut aller de 5 peut-être à 10 ans si je ne me trompe pas. Et en cas de récidive, par exemple. Monsieur Nguizé, pourquoi on a l'impression que la loi, de façon générale, sur l'environnement et particulièrement sur la mangrove, n'est pas assez coercitive? On n'a pas encore vu, peut-être parce qu'on n'a pas appelé les médias, je précise bien, il existe certainement des cas, mais des personnes qui sont allées en prison pour avoir coupé la mangrove. Et c'est peut-être pourquoi on assiste à cette récurrence de ces faits flagrants des personnes qui vont s'installer dans les mangroves. Donc, il faut tout simplement comprendre et voir d'où nous sortons. Je pense que la question de la mangrove aujourd'hui nous préoccupe un peu plus parce que l'environnement est menacé. Mais il faut reconnaître que la situation que nous vivons dans le cadre de la mangrove est une situation généralisée parce que nous sortons de loin. Nous vivons dans une léthargie depuis pratiquement 60 ans aujourd'hui. Et comme j'ai pour habitude de le dire, l'exemple venant d'en haut, nous avons à la tête du pays quelqu'un qui a une certaine vision, qui voudrait et qui a l'objectif de construire des villes modernes, des villes écologiques, des villes qui obéissent à certaines normes internationales, de telle sorte que quand nous recevons des autres, nous devons être fiers de notre environnement. C'est de ça qu'il est question. Donc aujourd'hui, l'applicabilité de la loi va prendre son envol, contrairement à ce que nous avons constaté dans le passé. Donc ce sont des situations regroupées, ce sont des situations groupées. De la façon dont nous parlons du cadre environnemental aujourd'hui, nous parlons ainsi du cadre social, du cadre économique, ainsi de suite. Donc l'assainissement qui est en train d'être fait dans le pays par le président de la République, c'est un assainissement général qui concerne l'ensemble des zones. À partir d'un certain moment, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, il ne sera plus question de faire tout simplement le pompier. Il va falloir veiller à l'applicabilité des lois, de telle sorte que tu coupes une mangrove, tu vas en prison. Si tu n'es pas gabonais, tu pures ta peine et puis on te rapatrie chez toi, ainsi de suite. Parce qu'aujourd'hui, nous avons quand même fait le constat que dans l'ensemble des mangroves, les 3/4 des populations qui détruisent ces zones sont des frères et des sœurs venus d'ailleurs. Donc il va falloir procéder également à la sensibilisation
pour que ces derniers puissent comprendre que nous avons un pays à préserver et que notre pays doit rentrer dans le cadre des pays. Oui, mais peut-être sanctionner déjà aussi. Bien entendu, il faut sanctionner. Monsieur Nguizé, 26 minutes, ça passe très vite. Vous allez nous laisser dans quelques minutes seulement. On va vous permettre de conclure avec cette question. Vous avez embrayé un peu parce qu'on veut aller vers les solutions. Mais comment aujourd'hui on arrive à concilier développement économique et développement durable? Mais développement économique et développement durable. Le développement durable a un aspect socio-économique très important. C'est un aspect environnemental. Il va falloir que nous reconnaissions que les enjeux par derrière, c'est la transition écologique, c'est la protection de l'écosystème, c'est la prise en compte des communautés. Il y a un ensemble d'enjeux. À partir de là, tout ce qu'on fait aujourd'hui dans le monde entier comme exploitation obéit à des normes écologiques, obéit à des fondamentaux. Donc il va falloir procéder et respecter tout simplement ces normes-là à travers les conventions que le Gabon a signées à travers le monde. Il faut passer à l'application sans plus regarder de façon léthargique et ne pas passer à l'application. Ce n'est que les seuls vecteurs qui feront en sorte que les décisions qui sont prises par le président de la République puissent effectivement faire en sorte que notre pays soit reconnu dans le jargon des nations du monde. Je peux me permettre de le dire ici. Donc, nous soutenons le président de la République parce que nous savons que par derrière, demain, quand il va s'agir de prendre un taxi pour arriver dans une certaine zone, on ne dira plus « déposez-nous à la poubelle ». On ne dira plus « déposez-nous chez le dernier boutiquier ». La traçabilité sera là. Des zones seront purement écologiques, des zones seront saines et nous allons vivre dans un environnement sain qui permettra aux Gabonais de respirer de l'air frais, d'être fiers de vivre dans un pays qui est le nôtre. C'est tout ce qu'on espère. Ghislain Brice Nguizé, je rappelle que vous êtes donc expert en développement durable. Merci d'avoir pris part à ce grand débat du soir. C'est moi qui vous remercie. Et Monsieur Mbosa, vous restez avec nous, puisque juste à vos côtés, il y aura un autre invité pour la deuxième partie de cette émission, juste derrière cette pause. Deuxième partie de ce grand débat du soir, on parle des casses et de leur impact sur l'environnement. Il nous a rejoint sur ce plateau Friss Manguila, responsable de projet et de la recherche scientifique de l'ONG RGDD. J'ai bien prononcé. Ça, merci de nous avoir rejoints. Nous sommes toujours avec Monsieur Mbosa René, conseiller technique au ministère de l'Environnement. Monsieur Friss Manguila, on parlait déjà des coupes de mangroves, même si dans cette deuxième partie, on va plus aller vers les solutions, mais quand même, pour revenir un peu, vous qui prenez le débat en cours, je me suis posé la question et j'ai posé la question aux invités de savoir pourquoi, au fil des années, on n'a jamais entendu parler d'un tel ou un tel qui aurait fait la prison parce qu'il aurait coupé la mangrove. Est-ce que c'est à cause des patronymes? Est-ce que c'est parce que je suis cadre dans l'administration? Est-ce que c'est une justice de poids, de mesure? Alors, merci de m'avoir donné la parole. Friss Manguila, je représente la société civile. Nous sommes très engagés sur les questions de développement durable et de préservation du cadre de vie. Reconnaître que détruire la mangrove est un crime. C'est un crime contre l'humanité au regard des grandes conséquences qui s'en suivent. On peut couper la mangrove à Mindoubé et les conséquences et les répercussions directes se retrouvent à Kingélé. Ouais. Souvent, on a du mal à faire ça. Et ça, c'est au rôle de l'État ou de la société civile. D'abord, il faut utiliser la politique de la carotte, sensibiliser ces populations qui coupent. Sensibiliser ces populations, mettre ces populations face aux dangers qu'elles peuvent occasionner. Et c'est un coût énorme, des coûts économiques, surtout des coûts de santé publique, parce que quelqu'un aurait coupé la mangrove pour un plaisir ou parce que cette personne veut vivre au bord de la plage. Après, à côté de ça, il faut maintenant la répression. C'est ça, on a trop sensibilisé. Bon, M. Mbosa, il est encore dans la sensibilisation, mais quand même, est-ce qu'il ne faut pas mettre le pied sur l'accélérateur? Si. C'est petit à petit, nous on met déjà le pied sur l'accélérateur. Il faut savoir qu'il existe un code de l'environnement. Et dès lors qu'il y a des lois, des mesures, on peut déjà punir. Alors nous laissons la loi, nous laissons la justice faire son travail. Nous avons toujours décrié ça depuis le début. Il faut regarder que la grosse difficulté de ce crime, c'est que tout le monde participe à ce crime. Il y a des personnes hautement installées, comme il y a des personnes qui vivent de façon précaire qui participent à ce crime. C'est peut-être là la difficulté. On le voit par exemple avec le Carrefour SNI, des personnes qui étaient installées, qui vont être malheureusement pour les personnes, parce qu'il y a le pan social des logés, installés dans la mangrove. Là également, il y a donc ce pan pour renchérir par rapport à ce que vous dites.
Il y a eu peut-être un manque d'études au départ, parce que Libreville a une particularité d'être construite sur les bassins versants et des mangroves. Oui. Alors, est-ce que l'État, par un laxisme ou bien par un côté de paternité, a laissé les personnes faire? Parce qu'il y a des grands quartiers qui sont construits sur la mangrove. Je peux vous prendre la zone industrielle d'Olumi. Ce quartier ne mérite pas être là. Il est à l'origine de beaucoup d'inondations à Libreville. Si on veut lutter ou préserver la mangrove, on doit détruire toute la zone industrielle d'Olumi. Est-ce qu'on est prêt à le faire, M. Mbosa, à détruire cette zone industrielle d'Olumi, vu qu'on a commencé avec Mindoubé, un particulier là-bas? Est-ce que vous prenez votre carte et vous dites, bon, Madame Biogou, on peut aller détruire rapidement, ça ne va pas faire de bruit, mais la zone industrielle, nous n'y touchons pas? Non, déjà tout à l'heure, par rapport à votre affirmation, je tenais à préciser que les opérations de démolition ont été entamées, mais de façon concomitante, vous avez des PV de constatation, des procès-verbaux de constatation d'infraction qui sont in situ montés par mes collègues qui sont sur le terrain, notamment en leur qualité d'officier de police judiciaire à compétences spéciales. Donc, comme on a coutume de le dire, on casse et la justice fera son travail. Ces individus qui ont été identifiés feront l'objet donc respecteront, suivront la procédure. Ils seront convoqués, ils viendront probablement pour justifier, se défendre et tout le reste. Mais pour vous dire, il y a des PV qui ont été dressés et ils seront soumis aux autorités compétentes. On aura l'occasion de suivre le dossier. Maintenant, comme je le disais, à la limite, parce que je comprends, chat échaudé craint l'eau froide. On a eu l'habitude de voir des actions spontanées ou des actions coup de poing qui après se sont arrêtées. Estompé, ouais. Voilà. Je tiens vraiment à vous rassurer, en tout cas en ce qui concerne donc le ministre Maïs Mouissi et sa détermination pour aller au bout de sa logique concernant la problématique des mangroves. Il faut savoir que ce travail que nous faisons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, se fait sur la base de données satellitaires, d'images aériennes et on va dire de référentiels. C'est-à-dire qu'on a des cartes qu'on avait de l'époque et on voit comment les impacts, vraiment, la pression, l'action anthropique. Compte, pour revenir sur ce que M. Manguila a dit, l'exemple patent de la zone industrielle d'Olumi. Les cartes tiennent compte de toutes ces réalités. Maintenant, effectivement, il y a d'autres contraintes qui rentrent en compte. Il y a par exemple les données économiques. Quel serait le coût, par exemple, de casser, de restaurer, par exemple, cette zone de mangrove par rapport à la destruction totale des installations d'Olumi? Est-ce que, par exemple, on pourrait faire des aménagements ou des réhabilitations dans les zones pour atténuer l'impact? Et puis, je vous rappelle quand même que nous sommes dans une logique de développement d'infrastructures. Considérons à la limite, si je puis me permettre, que par rapport au passé, on peut dire que nous sommes tous concernés, nous sommes tous coupables, nous sommes tous responsables. Aujourd'hui, on parle par exemple d'aménagement, d'assainissement, de modernisation de Libreville, pour rendre Libreville belle, attrayante et digne d'envie. Mais le projet phare, c'est quand même Libreville 2. Donc rassurons les populations en disant que justement, pour Libreville 2, c'est des choses qui ne pourront plus exister. Mais le temps que Libreville 2 arrive, et j'illustrerai ou je ferai une comparaison concernant par exemple la décharge de Mindoubé. Aujourd'hui, on pouvait déplacer le problème. On pouvait créer une autre décharge ailleurs. Les instructions du chef de l'État ont été claires. Il ne faut pas déplacer le problème, il faut le régler, l'affronter à bras le corps. Monsieur Manguila, Monsieur Mbosa dit qu'il faut également peser le pour et le contre, voir les priorités économiques. Est-ce qu'elles devraient peser plus que les priorités environnementales? Mais ce n'est pas que je contredis ce que dit l'autorité ici, c'est quand même le ministère public. Mais les réalités d'aujourd'hui ne sont pas les réalités de demain. Alors, si l'État ne prend pas le taureau par les cornes en allant en premier viabiliser des terrains, sachez que toutes ces populations qui sont venues derrière l'Assemblée suivaient les terrains précaires. Et le problème se trouve à ce niveau. Il faut trouver des vraies zones habitables où les terrains sont mis à disposition. Sinon, nous ne ferons que déplacer le problème. C'est la vraie question. Encore que parler de terrains précaires, c'est peut-être s'avancer aussi. Je prenais déjà l'exemple de Bikele-Zong. Aujourd'hui, beaucoup vont s'installer à Bikele. Il y a beaucoup qui vont jusqu'à là où il y a la frontière avec la mangrove. Et jusqu'à présent, l'État regarde, l'État attend. On a envie de dire, est-ce qu'on est toujours avec cet État attentiste ou est-ce qu'il y a vraiment cette opération coup de poing? Est-ce qu'il y a une police derrière pour dire, stop, attention, ici on s'installe, on travaille avec l'ANUTTC pour contrer tout cela, M. Mbosa? Comme je vous l'ai dit tantôt, il y a un plan d'urgence, un plan de restauration des mangroves qui a été mis en place. Et ce plan s'est fait avec l'ensemble des acteurs impliqués dans cette problématique-là.
Donc tout le monde, dans son domaine de compétences, Oui. agit, fait des propositions. Et comme le disait monsieur le représentant du RGEDD, le problème doit être abordé de manière transversale. Les gens ne vont pas implanter leurs installations, prendre de tels risques par plaisir. C'est peut-être le fait de la pression démographique, la pression anthropique, le manque peut-être d'infrastructures viabilisées ou dignes de ce nom. Mais je pense que les instructions et la volonté du chef de l'État a été claire. Et là-dessus, chacun doit jouer sa partition. Avant d'arriver aux pistes de solutions, j'aimerais prendre encore un autre exemple. On a notre beau bâtiment qui a abrité l'immeuble des affaires étrangères durant des années. Un matin, on a constaté, en bon journaliste, on est allé regarder, on va détruire le bâtiment des affaires étrangères et puis bim, l'État était un peu bloqué parce qu'on dit qu'il y a de l'amiante, des matériaux qui sont assez toxiques pour la santé, ça peut même aller jusqu'à provoquer des cancers. Qu'est-ce que le ministère de l'Environnement fait par rapport à ce genre de situation? Là-dessus, je saisis vraiment cette opportunité parce que malheureusement, le ministère de l'Environnement travaille au quotidien sur toutes ces problématiques-là. Mais effectivement, on va dire que c'est certaines qui sont mises en avant plus que d'autres. Donc, vraiment, je profiterai de votre tribune pour vraiment vous édifier là-dessus et préciser que pendant de nombreuses années, il y a effectivement un problème qui a été, je ne vais pas dire ignoré, mais négligé. C'est le problème justement des déchets chimiques, des produits dangereux. Très bien. Donc, de la lutte contre les produits chimiques dangereux. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les enjeux du futur, quand vous allez dans des conférences internationales, c'est cette problématique-là. Des plastiques qui polluent nos océans, des produits chimiques qui aujourd'hui sont responsables de maladies que nous rencontrons, qui vont de AVC aujourd'hui, beaucoup d'arrêts cardiaques. Vous avez arrêt cardiaque, vous avez même des problèmes de reproduction au niveau des femmes. Oui. Nous sommes un petit pays. Oui. Donc, c'est des enjeux, on va dire, hautement stratégiques. Stratégique. Et le ministre Maïs Mouissi a pris vraiment à bras le corps également ce problème-là. Pour vous dire, rien que, pas plus tard que la semaine dernière, un programme, il y a eu un atelier de lancement officiel du programme national, on va dire, d'élimination de ce qu'on appelle les PCB. Les PCB, ce sont ce qu'on appelle communément les polychlorobiphéniles. Les PCB, ce sont, pour être vraiment essayer d'être simple, ce sont des produits chimiques, voilà. Ce sont des produits chimiques qui rentrent dans la constitution de certains matériaux, par exemple des transformateurs pendant des années. Vous voyez, c'était des liquides, des produits qui avaient cette capacité d'éviter une surchauffe du matériel. Donc, il y a des grosses sociétés comme, par exemple, la SEG, pour ne pas la citer, ou d'autres opérateurs qui avaient besoin de produire beaucoup d'énergie, qui ont utilisé pendant des années ce genre de produits-là. Et on se retrouve aujourd'hui avec des quantités assez importantes de ce type de déchets au même titre que l'amiante, ont été stockés à certains endroits et avec le temps, on nécessite aujourd'hui un meilleur conditionnement et surtout une élimination conformément aux standards internationaux. Donc au quotidien, vous voyez le visible, c'est-à-dire le travail que nous faisons dans le cadre de ces opérations, mais en même temps, le ministère de l'Environnement s'attelle à trouver des solutions idoines, conformes aux normes et standards internationaux pour nous débarrasser définitivement de ces tonnes de produits que nous avons identifiés et qu'il faut absolument éliminer à brève échéance. Alors, M. Manguila, des ateliers, il y en a beaucoup avec le ministère de l'Environnement ou d'autres ministères. Parfois, les téléspectateurs se plaignent un peu qu'on ne parle que des ateliers et on ne voit pas l'impact réel. Vous êtes société civile. C'est ce qui est intéressant, c'est que vous allez sur le terrain. Par rapport à ce genre de déchets, par rapport à ce genre de matériaux qui ont été utilisés, certainement pour le développement économique, et ce sera ma prochaine question, comment on concilie pour vous le développement économique et le développement durable? Mais déjà, cette première question, comment vous portez le plaidoyer pour éradiquer ou pour éliminer petit à petit l'utilisation de ce genre de matériaux pour aller vers des matériaux plus durables? Alors, nous allons sur les places agréées, notamment d'abord à l'Assemblée nationale, parce que ce sont des produits importés, donc ils doivent être contrôlés depuis leur entrée sur le territoire. Et nous faisons ce genre de plaidoyer. Déjà, vous avez vu avec la loi sur le plastique, nous étions à l'Assemblée là-dessus et elle est passée. Elle sera déjà mise en exécution, je crois, d'ici le mois prochain. Septembre, septembre, merci. Pour revenir sur la question de l'amiante, vous savez,
du côté de l'État, il est bien de détruire parce qu'un problème a été identifié. Mais quelle est l'étude d'impact qui a été mise là-dessus? Est-ce qu'elle est rendue publique? Parce que si on enlève l'amiante au niveau des affaires étrangères, à la démocratie ou je ne sais plus dans quel autre site, où est-ce qu'on va le stocker? Vous savez que l'amiante est très cancérogène, c'est des toutes petites fibres. Si. Le plus souvent, l'immeuble du Delta aussi. l'immeuble du Delta Delta, postal, ouais. voilà. Le plus souvent, ce sont des destructions à ciel ouvert. Ce sont des destructions, déjà, c'était des produits isolés, d'où on a enlevé les fenêtres dans ces bâtiments. Donc, et ces bâtiments sont toujours en plein cœur d'habitation. Ouais. Donc, entre-temps, qu'est-ce qu'on en fait? Où est-ce que c'est stocké? Et comment on résout le problème? Déjà, quelle est l'étude environnementale qui permet de faire cette casse? Très bien. C'est souvent ces questions-là que nous posons à Qui l'autorité. reste sans réponse parfois. Quasiment pour nous médias, sans on réponse. se tourne vers les personnes indiquées pour savoir. Monsieur Manguila, vous pouvez poursuivre. Ensuite, Monsieur Mbosa va pouvoir répondre. Est-ce qu'il y a une étude environnementale qui a été faite? Est-ce qu'il y a une stratégie? Parce que quand même, les affaires étrangères, ça fait un moment qu'on a déménagé pour aller ailleurs. Et voilà, le bâtiment, il est là. Il y a beaucoup qui ne savent même pas pourquoi il est toujours là, un peu comme l'ombre de lui-même. Mais bon, on a l'information et on profite à la donner. Est-ce qu'aujourd'hui, on a une réelle stratégie mise en place pour isoler l'amiante et pour permettre que ça ne fasse pas de dégâts? Bon, déjà, dans un premier temps, il faut dire qu'à côté, je pense que de l'ancien immeuble des affaires étrangères, actuellement, on voit un bel immeuble qui est en train d'être érigé. Donc, l'hôtel des affaires étrangères. Donc, effectivement, ça prouve ou ça atteste qu'effectivement, le futur site est appelé à disparaître. Mais je tenais à préciser que ces contraintes opérationnelles concernant donc l'élimination de ces déchets, déjà, c'est déjà pour le bien-être de nos populations, mais c'est également dans le cadre d'engagements internationaux que nous prenons. Concernant par exemple les PCB dont je viens de vous parler, le Gabon a signé ce qu'on appelle une convention internationale, la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants. Et dans ce cadre-là, le Gabon s'est engagé à prendre toutes les mesures nécessaires pour, on va dire, détruire ou gérer de manière écologiquement rationnelle ce type de produit et que d'ici 2028, il n'y ait plus d'équipements contenant des PCB dans notre pays. Ça fait 3 ans seulement. Il nous reste 3 ans. C'est un travail qui a commencé bien en amont. Je tiens à vous rassurer. Il y a eu des missions d'inventaire qui ont été réalisées à travers le pays. C'est ce que je disais. Très bien. Le ministère fait beaucoup de choses que tout un chacun ne fait pas. C'est peut-être un péché de notre part, mais le ministre actuel, en tout cas, croyez-moi à cette ambition de communiquer, de montrer tout le travail qui est fait au quotidien, parce qu'en réalité, l'environnement, c'est l'affaire de tous. L'environnement, ce ne sont pas que les parcs nationaux, c'est aussi... Tout à fait. C'est cette problématique-là de produits chimiques qui vraiment se pose avec acuité et qui constitue les enjeux du futur. Gouverner, c'est prévoir. Donc, nous prenons déjà toutes ces problématiques-là à bras-le-corps. Donc, concernant l'amiante, il faut savoir que les sites comme celui du Delta ou celui des affaires étrangères ont été pour la plupart en grande quantité désamiantés. C'est-à-dire qu'on a enlevé tout ce qu'il y avait autour et stocké dans certaines zones ou certains sites stratégiques que, pour des raisons évidemment, je ne peux pas forcément évoquer. On va éviter d'aller chercher des terrains là-bas. C'est bon. De toute façon, en principe, vous ne pouvez pas. Mais ils sont conditionnés, comme je vous ai dit. Il y a un programme national dont je vous parlais, l'atelier dont vous parliez, les ateliers sans fin. Ce sont donc des collabs, parce que ce travail se fait avec l'assistance technique quand même du programme des Nations Unies pour l'environnement et l'Organisation mondiale de la santé, parce que c'est des problèmes santé-environnement. Donc, j'en profite pour préciser que dans le cadre, donc, afin de soutenir les efforts du Gabon en matière de lutte contre la pollution chimique, nous sommes leaders en matière de préservation de l'environnement. Il serait incongru, ce serait une incongruité qu'au niveau des produits chimiques, on soit pas en phase. Comme j'aime à le répéter à mes étudiants, mes élèves, ce ne serait vraiment pas de bonne loi ou ça n'aurait pas de sens qu'on préserve notre environnement pour être malade au quotidien. Ça sert à quoi que j'ai un environnement sain préservé si moi-même, à cause des produits que j'utilise au quotidien, je suis porteur de maladies, on va dire, incurables. C'est complètement un gros contraste. Et M. Manguila, on arrive à cette question. Comment finalement on arrive à concilier, je la posais déjà à M. Ngouiza avant vous, le développement économique et le développement durable? On a eu l'exemple de la zone industrielle de Lomé, mais on a aussi l'exemple donc de la construction de cette cité administrative, cité Emeraude, l'hôtel des affaires étrangères. Est-ce qu'il y a possibilité qu'on tienne compte du développement durable en poursuivant le développement économique? Alors, avant de répondre à votre question, j'aimerais d'abord, comme je suis en face de l'autorité, clarifier que nous l'entendons mal,
que des questions publiques soient souvent dites que nous se garder dans le secret. Voilà. Parce que c'est lorsque ces zones sont dévoilées que les populations n'iront plus habiter. C'est lorsqu'on a levé le secret sur les dangers de la mangrove que les populations n'iront plus construire autour de la mangrove. Que nous évitons souvent de faire un secret avec la chose publique parce qu'après ça donne des gros coups. Des spéculations parfois. Voilà, des spéculations et ça crée un conflit entre la population et l'organe gestionnaire qui est l'État. Ceci dit, enfin, je tiens quand même à préciser à ce niveau-là que quand j'ai parlé de... Ce n'est pas forcément de confidentialité. Je vous ai parlé de sites stratégiques. Je vous prends un exemple simple. Au Gabon, par exemple, on a des zones où, rien que pour l'exploitation des carrières, par exemple, on fait beaucoup de routes en ce moment, pour faire des carrières, exploiter des carrières, par exemple, il faut des explosifs. Les gens n'ont pas besoin ou les gens n'ont pas à savoir forcément où sont gardés ou gérés ces explosifs. C'est dans ce sens que je parle que dans un pays, il y a ce qu'on appelle des sites stratégiques où le commun des mortels n'a pas forcément l'information. Et pour rassurer les populations, je tiens à préciser que ces produits chimiques-là qui reviennent ou de l'amiante de la Cité de la démocratie ou du ministère des Affaires étrangères ou du Delta sont stockés en attendant leur élimination conformément aux standards internationaux sur ce qu'on appelle des sites stratégiques, tout simplement. Stratégiques et non pas confidentiels. Voilà, c'est bien ça. Pour qu'ils ne s'enfuient plus dans le sol. Donc, mais rassurez-vous, en principe, ce sont des sites auxquels les populations ne peuvent pas accéder. Mais considérés comme stratégiques. J'entends ça. Tout ce que nous voulons, c'est le bien-être national, le bien-être des populations locales en tant que société civile. Donc, pour revenir à votre question, la différence entre développement... Concilier. Voilà, pas la différence, mais comment on fait les deux? Alors, le développement au sens traditionnel consiste à la course au profit, importe les dégâts que l'on cause, notamment les dégâts sur l'environnement. Donc, le développement durable consiste à poursuivre ce développement en intégrant l'impact sur l'environnement. Donc, il ne faut pas trop détruire l'environnement malgré la contrainte de se développer. Aussi simple que ça. Donc, on ne peut pas concilier on ne peut que concilier à l'ère moderne développement et développement durable parce que dans le développement à l'ère moderne, on intègre maintenant les effets sur l'environnement. Est-ce qu'il y a des matériaux qu'on pourrait avoir, par exemple, quand je parle de la construction de bâtiments ou même de routes, est-ce qu'il y a de nouveaux matériaux vers lesquels on devrait tendre? Oui, il y a des matériaux classés, matériaux durables. C'est sûr, c'est un matériau que nous devions tendre. Exemple, quelques-uns quand même, Monsieur Mbosa, on a toujours nos routes là, bien bitumées, avec notre vieux bitume, etc. On a toujours notre béton. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas aller... on a vu à certains endroits... Attention, impliquer la durabilité ne veut pas dire qu'on va se séparer de ce qu'on a maintenant. Impliquer la durabilité ne veut pas dire qu'on va se séparer du bois, parce que faire du bois, c'est de couper un arbre. Non, c'est de choisir l'arbre que l'on coupe. D'accord. Okay, il faut aller vers les plus gros plutôt que les plus petits. C'est ça, impliquer la durabilité. Donc, faire un développement en utilisant des techniques durables. Ça veut dire faire le choix de ce qu'on utilise, de telle sorte qu'on puisse encore laisser les plus jeunes grandir et utiliser ceux qui sont déjà à la fin. C'est intéressant. Est-ce que le ministère de l'Environnement est, on va dire quoi, est également emmené à travailler avec tous les acteurs qui sont aujourd'hui dans le BTP notamment, puisqu'on remarque qu'il y a quand même plusieurs chantiers dans le BTP. Je recite encore ma belle cité émeraude, la cité administrative, mais aussi toutes les routes. Est-ce que on demande quand même votre avis déjà sur les études d'impact, mais aussi sur les matériaux, comment on les utilise, puisque M. Manguila l'a bien dit, si je veux utiliser le bois, est-ce que je pars juste couper un lokoumé ou est-ce que je vais quand même vers le ministère pour dire est-ce que je peux utiliser ceci ou cela? Je tiens déjà tout d'abord à préciser qu'au niveau du ministère de l'Environnement, il n'y a aucune différence entre un projet qui est soutenu par un opérateur économique et l'État. Parce que les impacts, que ce soit l'opérateur ou l'État, les impacts sur l'environnement sont avérés ou sont susceptibles d'exister. Donc, il faut proposer des mesures idoines. Donc, en vous rassurant, la plupart des projets dont vous parlez font l'objet d'études d'impact, d'évaluation environnementale. Déjà parce que la loi l'exige, mais surtout il faut savoir que tous ces projets-là nécessitent des financements. Des financements notamment souvent extérieurs, des financements internationaux. Et aujourd'hui, dans les conditions sine qua non, c'est une façon de vous dire que même si nous, on voudrait rester dans le laxisme qu'on a connu dans le temps, les contraintes internationales aujourd'hui font que l'étude d'impact est un document plus que fondamental pour le développement d'un projet, hormis les aspects environnementaux. Les missions qui ont été assignées aujourd'hui au ministère de l'Environnement, de l'écologie et du climat, c'est donc d'élaborer et de mettre en œuvre justement la politique gouvernementale en matière de protection, gestion des ressources naturelles durables, de transition écologique.
La transition écologique, c'est ce que monsieur venait Monsieur d'aborder Manguila, indirectement, monsieur Manguila, voilà, oui. c'est ça. Donc, et la lutte contre les changements climatiques. Donc, pour répondre à votre question, comme l'indique l'intitulé de notre ministère, nous sommes plus que partie prenante à tous ces projets. Libreville 2, aujourd'hui, nous recevons les architectes, nous recevons donc les différents acteurs de ce projet pour échanger justement sur les bonnes pratiques, les meilleures pratiques pour faire de cette ville une ville, comme on dit, smart en français, une ville intelligente. Bien, vous avez embrayé sur Libreville 2 et on va conclure par là, monsieur Manguila. Qu'espérer pour que Libreville 2 ne soit pas le remake du Libreville actuel? Apprendre de nos erreurs, que l'État passe avant, que l'État viabilise les terrains avant, que les populations ne vont plus habiter faute de moyens financiers parce qu'il faut un toit pour vivre, non, que les populations vivent dans des zones viables, vivables et équitables. Donc, Libreville 2, nous apprenons des erreurs que nous avons faites dans le Libreville 1 et que notre capitale ou notre future capitale aborde vraiment ce slogan parce qu'il y aurait un impact environnemental bien étudié de Libreville Label. C'est ce que vous espérez également au ministère de l'Environnement pour Libreville 2? Tout à fait. Pour Libreville 2, qu'elle soit label, qu'elle soit attrayante et qu'elle soit digne d'envie. Mais Libreville 2, et ça, il faut le préciser, ce n'est pas parce qu'on pense à Libreville 2 qu'il faut laisser Libreville 1 en l'état. D'où les travaux d'assainissement, de modernisation que nous faisons actuellement. Et si vous permettez, avant de clôturer ou de conclure, je saisis cette opportunité pour rappeler qu'à l'instar de la communauté internationale, le Gabon célèbre aujourd'hui la journée mondiale sans sac plastique. Et à cet égard, donc, le ministère de l'Environnement, à l'initiative du ministre, a initié, comme on fait pour la Semaine nationale de l'environnement. Dans le monde, c'est la journée mondiale, mais c'est la semaine nationale au Gabon. Là, c'est la journée mondiale et ce week-end, ce sera le week-end sans sac plastique. Donc, en étroite collaboration avec la grande distribution, vous n'aurez pas, il vous sera impossible d'avoir des sacs plastiques, d'utiliser des sacs plastiques à usage unique dans les grandes surfaces pour rappeler, sensibiliser là-dessus. Même s'il existe une loi, on est encore dans la sensibilité. Et je tenais à préciser, la loi, en fait, elle existe depuis août 2024, l'ordonnance, mais on a laissé un délai de 3 mois jusqu'en septembre pour permettre aux opérateurs de se mettre dans les normes. Parce que, comme j'aime à le rappeler, la pollution par les plastiques en 3 chiffres clés, c'est 1 seconde, 1 seconde pour produire un sac plastique à usage unique. 20 minutes en moyenne, c'est le temps moyen d'utilisation lorsqu'on va par exemple d'un point A chez le boutiquier, qu'on rentre à la maison et qu'on dépose. Et c'est 400 ans. 400 ans le temps nécessaire pour qu'une dégradation de façon naturelle des plastiques. On parle de 4 siècles quand même, Monsieur Boza, ce sera peut-être le sujet d'un autre débat ou d'un plateau spécial. Pourquoi pas l'utilisation des sachets plastiques, et on espère avoir également Monsieur Manguila. Merci beaucoup d'être passé sur ce grand débat du soir. Je rappelle que vous êtes René Mboza, conseiller technique au ministère de l'Environnement. À vos côtés, il y avait Fris Manguila, responsable du projet et de la recherche scientifique de l'ONG RGDD. J'ai bien prononcé cette fois-ci. Et en première partie, nous avions Ghislain Brice-Nguizeux, expert en développement durable. On parlait des casses actuelles. On le remarque dans toute la capitale gabonaise, les déguerpissements, pour emprunter un terme qui est assez connu, et leur impact sur l'environnement. On l'a vu avec les mangroves, mais aussi avec les débris derrière l'Assemblée nationale, avec l'assurance du ministère de l'Environnement quand même, qu'ils seront nettoyés, qu'ils seront réutilisés, et pourquoi pas remis dans d'autres chantiers pour certains, notamment le béton. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Je vous donne rendez-vous demain, toujours pour parler de ces questions en rapport avec le foncier, en rapport avec l'habitat. Déjà, le rendez-vous est pris pour la matinale avec Cyr et Modeste au débat du 12-15, mais également au grand débat du soir. Ce fut un plaisir. Au revoir. Bonne soirée chez vous.